Salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue donc pour ce nouvel épisode de Comics Web TV où je vais vous présenter donc deux kiosques donc sortis à la base la semaine dernière, mais bon à Lyon ils n'étaient pas arrivés avant donc j'ai dû attendre quoi. Je vais aussi vous présenter la review de l'animé Throne of Atlantis. Et il n'y aura pas de points sûrs cette semaine parce que j'ai pas trouvé de sujet, mais vu qu'il y avait donc une nouvelle série d'ici Vertigo qui a commencé entre guillemets, donc série télé, j'entends par là, iZombie, bah, je vais vous la présenter. Donc il y aura droit à une double review, mais pas de points sûrs, on va dire. Voilà. Donc on va commencer avec les kiosques, on va commencer avec le Superman Saga numéro 15, qui contient les épisodes 33 de Superman, 13 de Batman Superman, 33 de Action Comics, 10 de Superman Wonder Woman et le premier annual de la série Batman Superman, ainsi qu'un petit éditorial sur Steel, il me semble, qui doit être quelque part par là, si j'arrive à le retrouver. Euh... Ouais, voilà. Donc Steel post et pré-New 52. Voilà. Mais je sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'en général, les fans de comics s'en tapent. Alors, donc on commence avec le Superman numéro 33, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par John Romita Jr. Donc alors, déjà, juste revenir un petit peu sur les dessins de Romita, auquel, bizarrement, j'ai fini par m'habituer. Je le trouvais un peu bof-bof, en fait, dans l'ensemble, mais au final, j'aime bien. Enfin, ouais, je trouve que finalement, enfin, c'est un truc auquel on finit par s'adapter, même si le fan de comics moyen que j'étais avant n'adopte pas ce style particulier, on va dire, mais bon, là déjà en plus il est loin d'être à son meilleur niveau, mais bon voilà quoi, enfin il fait son taf quoi au final et c'est pas mal. Donc du coup Geoff Johns qui est au scénar, c'est assez plaisant, il est habitué au personnage, le scénariste développe un récit plutôt cool et assez décompressé pour du Superman. Ça se lit tout seul, c'est plutôt cool, c'est pas du grand Superman non plus, mais ça reste une histoire assez sympa avec les enjeux qu'il faut, des idées plutôt cool pour que le lecteur reste accroché à l'histoire. Petit parallèle avec Krypton plutôt cool. Ça parle pas du tout de Krypton, hein, mais c'est qu'il y a une espèce de mise en abîme du mythe de Superman, bref. Mais voilà, quoi, le dessin simple, il cherche rien d'autre à faire de plus qu'à illustrer l'histoire, je vais y arriver, excuse-moi. Il n'y a pas y a pas d'effet de ouf, de style incroyable, enfin voilà quoi, c'est... Alors évidemment, si vous accrochez pas au style de Romita après ce qu'il a fait sur Daredevil, ça va pas le faire, hein, mais vous allez avoir un peu de mal. Mais voilà quoi, c'est dans l'ensemble c'est plutôt cool. Ouais, j'apprécie, franchement j'apprécie. Même si j'aime pas vraiment Superman, je trouve, enfin le dessin de Romita, je veux dire, Superman j'aime bien. Voilà, je trouve que dans l'ensemble ça se lit bien, c'est plutôt cool. On passe ensuite à Batman Superman 13, dessiné par Greg Pak. Ouais, Greg Pak, scénarisé, excusez-moi, par Greg Pak et dessiné par Jay Lee. Alors, on a droit à un gros what if, un très gros what if. En gros, enfin, c'est pas même pas vraiment un what if, c'est Superman et Batman qui débarquent, enfin qui deviennent amnésiques. C'est un classique dans le super-héros amnésique, Superman et Batman qui ont perdu leur pouvoir, qui se retrouvent confrontés au mystère de leur propre identité secrète. Donc le Superman qui découvre être un surhomme et Batman qui découvre être un justicier déguisé en chauve-souris. C'est une écriture un peu facile, je trouve. Enfin, c'est bien parce qu'on retrouve ce qu'on aime bien dans un pitch de super-héros amnésique, mais bon voilà quoi. Ça va pas plus loin. Il y a quelques moments assez souriants, on va dire. Mais voilà, c'est basique dans l'ensemble. La série, elle est pas, enfin, je trouvais que c'était un numéro pas exceptionnel parce que je vois pas trop, voilà, ce qu'ils veulent raconter. Mais bon, voilà quoi. Sinon, ce numéro se tient. Il n'y a pas vraiment d'enjeu réel. Il y a pas, enfin, je vois pas pourquoi ils impliquent autant de trucs. Enfin, mis à part nous présenter les différents membres de la Bat Family et de la Superman Family, le reste du DCverse, c'est bof bof quoi. Je m'attendais à mieux. On peut juste souligner encore une fois le très joli travail de J.I. Lee qui nous livre une Gotham splendide, comme à chaque fois, comme dans les premiers numéros. C'est vraiment beau quoi. C'est vraiment très joli.
Une Gotham plus grise et sombre, enfin c'est ce qui caractérise un petit peu la ville. Le seul problème du dessinateur, je dirais, c'est dans son irru- irrégularité, excusez-moi, et la difficulté de passer d'un numéro à l'autre. Donc vraiment voilà quoi, c'est plutôt cool. Mais enfin au niveau des personnages aussi, c'est plutôt sympa, les épouvantail c'est stylé je trouve. Mais voilà quoi, c'est pas du grand Superman Batman quoi, c'est bof bof même je trouve. Je trouve vraiment que c'est bof bof. On pourrait faire mieux. Voilà. On passe ensuite à Action Comics numéro 33, donc scénarisé encore par Greg Pak et dessiné par Aaron Kuder. Donc suite du crossover Doomhead, donc, où on a un peu plus Steel et Lana en avant. J'aime bien en fait du coup parce que ça nous met vachement Lana en avant. Et pour ceux qui ont grandi avec des séries, la série Smallville comme moi, ça nous montre que Lana n'est pas qu'une chose qu'on aimerait voir crever dans la série télé et qu'on passe à autre chose. Hein, elle est pas mal développée au fur et à mesure de l'histoire, c'est plutôt cool. Et puis Superman Doomsday est plutôt stylé, je dois l'avouer. Donc voilà, comme le récit Doom approche vraiment, enfin Doomhead approche de sa conclusion, ça devient difficile d'écrire la critique, enfin du moins d'avoir un avis sur cette critique, parce que j'ai créé aucune critique moi, mais ça devient difficile d'avoir une critique sur cet event single par single, quoi, parce que la continuité et les événements qui sont liés à cet event sont dans plein de petits numéros, ça devient difficile d'avoir un avis concret sur tout le truc, mais voilà quoi, c'est sympa, mais c'est sans plus. Franchement, c'est très très sans plus. Euh, Parce que, enfin, donc du coup, dans ce numéro, en fait, Superman a trouvé une solution, on va dire, à son problème. C'est il s'exile. Et parce qu'il est infecté par Doomsday, qui va en train de le transformer en Doomsday. Bon, là, il va rencontrer Kara Zor-El. Enfin, il va revoir Kara Zor-El, sa cousine devenue Red Lantern, qui va essayer de l'aider. Mais l'histoire est bien écrite, il y a quelques scènes d'action très réussies comme je l'ai montré. C'est juste un peu répétitif dans ce crossover, puisqu'une fois qu'on a le droit à Kal-El qui se remet en question, il va faire une lutte intérieure, et puis voilà, tous les épisodes sont un peu redondants, je trouve. Mais l'épisode reste très lisible, sympathique, ça prend aussi, comme je dis, le temps de développer Steel et Lana, et c'est pas plus mal. On passe ensuite à Superman Wonder Woman numéro 10 avec Charles Soule au scénar et Polo Sinquiera au dessin. Donc voilà, là c'est vraiment comme j'ai dit un petit peu la conclusion d'Oumed qui approche. J'aurais préféré lire ce truc en TPB, je pense, parce que là c'est une parution mensuelle, donc qui morcelle un peu l'event, ce qui fait un peu moins mal. Mais voilà quoi, c'est le point culminant où après donc l'annual de la série qui est très bon aussi. Clark doit retourner sur Terre pour stopper l'invasion de Brainiac, en gros. Ouais, c'est un peu ça le pitch. Enfin, de Lois Brainiac. Enfin, c'est. Voilà quoi. Et je trouve que ça se lit. Franchement, ça se lit même plutôt bien. J'apprécie plutôt le truc. Et même si c'est beaucoup plus éloigné de ce qu'il y avait au début de la série, hein, mais déjà le petit combat avec le cyborg me fait très plaisir. De Superman Doomsday, Doomedisé, on va dire, contre le cyborg est plutôt pas mal. Le numéro est très bon, malgré quelques errances au niveau scénaristique, j'ai trouvé. Peu de réutilisation de Wonder Woman, enfin, c'est un peu bof quoi. Mais voilà, à part ça, la qualité est très présente. C'est pas ultra original puisqu'on va venir à tout ce qui va se passer des kilomètres. En même temps, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est un arc avec les différentes têtes de la Super Family qui viennent dire bonjour. Doomed est plutôt réussi. Les passages sont plutôt cool. Enfin, chaque arc a son importance. Enfin, du moins, chaque single, on va dire, a son importance. Les dialogues intérieurs entre Superman et enfin Superman Doomsday disait et le reste de la Justice League sont plutôt cool. Et petit reproche peut-être, c'est la Lois Brainiakisé qui amène peu de variété, donc ça reste un peu évasif au niveau du scénar. Mais les dessins sont top. Putain, il y avait un dessin de la Lois Brainiakisé qui était plutôt cool. Ah, c'est stylé.
Donc voilà, mais voilà, les dessins sont plutôt cool, donc non, c'est plutôt sympa. Et on passe ensuite à l'annual de Superman Wonder Woman, où là, donc du coup, on a Charles Soule au scénar et au dessin, il y a plein de monde, il y a Ed Benes, Tony Daniel, Pascal Alexis, Cliff Richards, Jack, enfin, bon, il y a Jack Herbert, enfin, il y a tout le monde, il y a vraiment plein de gens, c'est cool, c'est cool, cool, cool. Mais peut-être même qu'il y a trop de gens au bout d'un moment, hein, parce que c'est un peu irrégulier sur certains passages, mais voilà quoi. Donc on a le droit au Cyborg, Superman Cyborg qui fait de retour, qui fait son retour, comme je l'ai dit. Et voilà quoi, l'event continue avec l'affrontement entre le Superman Cyborg et Super Doom, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Et non, c'est plutôt cool. Avant que Superman retourne sur Terre à aider la Ligue de Justice à repousser l'invasion extraterrestre. Mais voilà quoi, au final c'est plutôt cool, c'est un super numéro qui donne un bon coup de fouet à l'event. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Charles Soule fait vraiment un très bon taf au scénar. Et c'est plutôt cool et j'attends vraiment de voir la suite la semaine prochaine. Parce que du coup de voir toute la Justice League, enfin vraiment un grand coup de main de la Super Family de la Ligue. Puis des planches plutôt cool. Ah, celle-là, elle est stylée comme planche. Clark Kent vs Superman Doomsday, c'est stylé quoi. Donc ouais, j'attends de voir la suite parce que ça a l'air d'être vraiment pas mal et je veux voir ce que ça va donner. On passe ensuite à Justice League numéro 17. Enfin, Justice League Saga numéro 17 du moins. Et alors là, on a du très bon. On a du très bon puisqu'on a du Justice League 31. Donc la Ligue d'Injustice chapitre 2, donc scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Doug Manak. Donc il nous montre donc, ce que est devenu l'anneau de Power Ring après que celui-ci soit fait démonter par Sinestro dans Forever Evil. Comment Luthor compte faire comprendre à Batman qui semble bien faire partie de la Ligue. Et on a droit ensuite à une super planche Luthor Batman. C'est plutôt cool quoi. Luthor a enfin percé le secret d'identité de Bruce Wayne et il y a de très bons dialogues servis par Geoff Johns et le numéro s'intéresse du coup aux personnalités impliquées dans cet event, notamment l'écriture de Shazam qui est une version un peu neuneux dans ce New 52 je trouve, comparé à ce qui était avant. Mais voilà, c'est de très bonne qualité, la Justice League assume enfin de redevenir le phare de l'univers du DC Universe après ce qui s'est passé dans Trinity War et Forever Evil. Et voilà quoi, c'est plutôt cool. Oula, je fais tomber un truc. Voilà quoi, c'est pas mal aussi de retrouver le personnage de Luthor, qui est protagoniste de l'histoire au lieu d'antagoniste principal. C'est plutôt cool. Autant des fois on déteste, autant des fois on adore ce personnage, quoi. C'est vraiment très bon. C'est avoir mis Luthor en tant que qu'on va dire narrateur et personnage principal, c'est plutôt cool. On a ensuite le Justice League United numéro 1 avec Jeff Lemire au dessin et Mike McCon au dessin. Alors du coup, l'assistante, enfin du moins, après ce qui s'est passé la semaine dernière dans le numéro 0, on retrouve enfin Hawkman et Lobo qui sont en train de se foutre sur la gueule. C'est plutôt bien dessiné, on va dire. Scénaristiquement, c'est pas de ouf, mais c'est plutôt bien dessiné. Adam Strange trouve le moyen d'aider la Ligue de la Justice League enfin la Justice League ouais, du Canada on va dire, dans un combat contre des créatures métamorphes qui utilisent une technologie extraterrestre. Enfin, c'est pas de ouf, c'est pas extrêmement intéressant. Le seul truc cool en fait c'est Hawkman versus Lobo, j'aime bien. Mais voilà quoi, scénaristiquement, c'est pas de ouf. Il y avait moyen de faire un truc bien. Je préférais cette série, en fait, je trouve qu'elle perd vraiment en intérêt depuis Forever Evil. Depuis Forever Evil, cette série, elle vaut plus rien, je trouve, en fait. Et c'est assez décevant. Les dessins sont moyens, mais il manque un peu de personnalité. Et c'est un peu bof bof, quoi. C'est vraiment l'histoire qui gâche tout, quoi. J'espère vraiment que la vraie histoire va débuter enfin, parce que là, on s'ennuie. On s'ennuie. Flash, je peux pas vous en parler, parce qu'en fait, Flash, j'ai décidé de rattraper mon retard. Et j'ai toujours pas rattrapé mon retard, donc je préfère pas lire tant que j'en suis pas.
enfin, tant que j'ai pas rattrapé le retard, quoi. Techniquement, c'est vraiment ça. On passe ensuite à Green Arrow 32, donc avec l'arc Broken. Donc on a fini la guerre des Outsiders, qui était une tuerie monumentale. Et bah ici, Jeff Lemire en remet une couche. Ouais, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, toujours au dessin, toujours la même équipe du tonnerre. Donc on retrouve Oliver Queen dans une bien fâcheuse posture, puisque bah, il est pas mal dans la merde. Et Deagle est capturé par Richard Dragon, parce que ouais, Jeff Lemire est très influencé par la CW, enfin, du moins ceux qui gèrent la série télé, par Richard Dragon, qui va lui expliquer le pourquoi du comment il veut se venger de Green Arrow. Et ensuite, Green Arrow est menacé par plein de méchants, de méchants de bas étage, notamment Killer Moth, Red Dar et Brick. Et donc c'est un côté, un épisode au schéma plutôt classique, les héros dans une situation un petit peu délicate, avant un grand affrontement, et c'est pas le meilleur épisode, mais cependant c'est bien écrit, les dialogues font leur taf, donc c'est plutôt cool, graphiquement c'est toujours aussi beau, Andrea Sorrentino gère au dessin, mais elle gère de ouf. Enfin, je me rappelle la planche avec les... Voilà, cette planche-là, avec les trois vilains, elle est plutôt cool. Donc non, c'est ce qu'on demande à un comic book, une identité sympathique, un, un run plutôt cool et ça se laisse lire quoi. Donc non, c'est du Green Arrow qui fait le taf. On passe ensuite à Justice League numéro 31 avec le scénario de Jean-Marc, c'est marrant ça, Jean-Marc Demantiès et les dessins de Andrés Guinaldo. Alors ça part pas mal en sucette la série de Justice League, hein. Ça part loin, ça part même trop loin à mon goût. Hein, j'adore cette série, mais là ils vont un peu beaucoup trop loin. Parce que ça part carrément en sucette, du coup, avec les problèmes que rencontre Asa, donc l'infirmière infernale, pour ceux qui ne sauraient pas. Et c'est Tandax, je comprends pas tout, on a Zatanna très au centre de cet épisode. Euh, donc l'infirmière infernale qui a une nouvelle identité, qui s'appelle Alice Winter. Pour ma part, j'aimais bien le personnage avant, donc je me suis senti, enfin, je me sentais un petit peu intrigué par cette intrigue, jeu de mots. Mais au final, pas mal de retournements de situation comme d'habitude. On va voir John et Zatanna en conflit. Euh, j'ai toujours du mal avec cette version de Constantine New 52, c'est super aseptisé et au final il ressemble plus du tout à ce que c'était avant quoi et du coup c'est limite devenu un mec bien. C'est c'est limite devenu un mec bien et ça m'inquiète, hein. J'ai peur de voir ce qu'ils vont en faire. Puis après on a Zatanna, enfin on a un espèce de conflit entre Zatanna et John Constantine. Et par contre, Swamp Thing et Sandman, Deadman, excusez-moi, mais alors mais alors comment ils sont reliés au rang de quatrième personnage au rabais, sont juste là pour être neutres et dire ouais mais calmez-vous, ils sont juste là pour ça. Donc au final, il se passe pas grand-chose de ouf, j'avoue. Euh, le destin d'un personnage va être beaucoup développé, le cliffhanger de fin est plutôt cool. Les dessins sont un style très adapté à l'histoire. Mais j'aimerais qu'il se passe un truc un peu plus cool, s'il vous plaît. J'aimerais un John Constantine un petit peu plus présent aussi, s'il vous plaît. Parce qu'au final, il est là pour dire je suis pas d'accord. Mais voilà quoi, les dessins font leur taf, la maison du mystère est toujours aussi intéressante à suivre. Donc non, c'est cool. On passe ensuite à Earth 2. Earth 2 numéro 21 avec la partie d'un nouvel arc qui s'appelle le Kryptonien. Donc scénarisé par Tom Tyler et avec Nicolas Scott au dessin et c'est plutôt stylé. J'avoue, c'est plutôt stylé. Des planches plutôt cool. Donc alors là, Tom Tyler il se lâche dans Earth 2 avec un Superman clairement darksidifié qui se révèle être du coup très mauvais, qui va démonter Atom, qui va réduire, qui va se la jouer un petit peu façon Ultron dans Age of Ultron Avenger 2, c'est-à-dire je vais démonter l'espoir de l'humanité façon définitive quoi.
Et de leur côté, les survivants menés par Batman cherchent une solution à ce problème. Ils espèrent compter sur le soutien d'Atlantide, hein. S'ils savaient que dans notre monde il y avait eu une guerre avec Atlantide, ça serait peut-être différent. Mais voilà, c'est l'occasion pour le scénariste de développer un peu Jimmy Olsen, la nouvelle Red Tornado qui est du coup Lois Lane. Et enfin voilà, Tyler il a réussi à mettre un peu le monde au bord du gouffre. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, il avait réussi déjà à faire ça dans Injustice, c'était plutôt pas mal et on se demande vraiment comment ça va se passer pour les survivants. Pour se tirer de là, ça semble plutôt impossible, mais le travail graphique de Nicolas Scott est toujours aussi mais épique. Ce mec est un génie niveau dessin, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette sélection. On se retrouve tout de suite pour eh bien, la review sur Throne of Atlantis. Et donc, on passe à la critique de Justice League Throne of Atlantis, qui est la suite de ces premiers films-là, donc la Ligue des Justiciers, Paradox de Flashpoint et la Ligue des Justiciers Guerre. Enfin, qui est plus la suite de Ligue des Justiciers Guerre, techniquement. Alors, donc, dans ce film, donc, qui est une adaptation, vous l'aurez compris, de l'arc Le Trône de l'Atlantide, Throne of Atlantis, premier truc qui nous frappe, avant de parler du film en lui-même, c'est que il y a de très grosses, très grosses libertés prises par rapport aux comics, hein. Donc déjà, Aquaman n'est pas membre de la Ligue des Justiciers enfin, du moins dans les événements au départ des événements de ce film. Vulko y est absent, donc ça fait un peu bizarre. Du coup, par contre, le film a déjà le mérite de s'attarder sur les origines d'Aquaman, à travers quelques flashbacks et scènes tirées de son enfance, et c'est plutôt cool. Et on montre au spectateur l'enfance qu'a eu, assez compliquée qu'a eu Arthur par rapport à sa mère qui est Atlante et son père qui est habitant de la surface, humain, et son existence partagée du coup entre ces deux univers. Donc c'est le centre du film, c'est le propos qui est au centre du film, et ça constitue une plutôt bonne introduction au personnage, je dois l'avouer. Donc ça fait 70 minutes environ. Donc disponible, moi j'ai l'édition DVD Blu-ray. Alors je crois qu'il y a l'édition Blu-ray uniquement, mais je crois pas qu'il y ait l'édition DVD unique. Je sais pas. Je suis pas sûr, hein. De toute façon, les films d'animation, principalement, il y a souvent DVD Blu-ray, hein. Il y a très rarement DVD. Je crois que le seul DVD en date que j'ai, c'est Justice League Échec. Et encore, je suis pas sûr. Donc voilà. Donc grosse différence par rapport aux comics, des petits clins d'œil par contre à l'univers des comics, je pense notamment à Steel du coup, décidément il est partout ce mec là, qui est intégré dans le film, enfin un petit caméo, il a pas son armure ou quoi, hein, il se fait pas appeler Steel non plus, mais voilà il y a un petit caméo, donc voilà c'est plutôt cool. Par contre, certains personnages, notamment Horn, sont écrits d'une autre manière. Horn est totalement dépourvu d'amour fraternel. C'est juste le gros connard qui veut s'emparer du trône et détruire le monde de la surface. Il a que ça en tête, le mec. C'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, hein. Parce que, pourquoi? Il veut pas faire la guerre pour faire la guerre, il est pas con non plus, hein. Le truc, c'est que dans la Ligue des Justiciers Guerre, Darkseid a foutu les océans en bordel. Et il a malencontreusement dans l'action buté le roi d'Atlantide. Donc le père de Horn. Donc c'est normal qu'il soit un peu vénère. Bon, on a beau lui expliquer que c'est un accident, le mec en a rien à foutre, hein. C'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, et la guerre, le mec qui pense qu'à ça, hein. Donc voilà, donc du coup Aquaman va être retrouvé par Mera, qui était chargé par sa mère, donc la reine Atlana, de le retrouver pour l'amener à Atlantide pour avoir une paix, ouais, une sorte d'espèce d'entente entre Atlantide et le monde de la surface. Horn, son frère, l'entend pas de la même oreille, donc il va tout faire pour que la guerre éclate. Donc du coup, après, le film mise pas mal sur l'action au lieu du développement, je trouve. Et le film est très bon, hein, je dis pas le contraire, hein, aucun souci là-dessus. Mais le film mise beaucoup plus sur l'action, dès le début, quoi. Donc,
Action, donc Cyborg qui se fait attaquer par les troupes d'Atlante, qui en informe la Ligue, enfin du moins les troupes au service de Horn vont s'en prendre à Aquaman. Aquaman va se battre contre des créatures marines. Aquaman va se battre contre son frère. Après la guerre entre Atlantide et le monde de la surface. Voilà, il y a pas mal de scènes d'action en fait dans ce truc. Par contre, je veux juste revenir sur cet affrontement entre Atlantide et le monde de la surface. Alors il a rien, mais alors rien à voir avec celui des comics. C'est très simple, ça a aucun rapport. T'as un tsunami comme ça qui arrive sur Metropolis. Et puis là tu te dis putain mais ça va être énorme, ça va dévaster la ville et tout. Que dalle, que dalle. C'est-à-dire que l'eau ne touche pas la ville en fait. C'est-à-dire que le tsunami, juste, il arrive comme ça, il s'ouvre en deux, on voit les troupes d'Atlantide, et les troupes d'Atlantide montent donc sur le rivage et se foutent sur la gueule avec l'armée américaine. Ouais, mais ça a pas trop de rapport avec ce qui se passe dans le comics, du coup le tsunami, la ville inondée, les millions de morts, tout ça, rien à voir, que dalle. C'est très épuré par rapport aux comics. Ah bon alors oui, c'est peut-être pour les enfants, film d'animation, tout ça, nanana, etc. Mais quand même, tu peux respecter un minimum, tu peux faire comprendre, même sans faire comprendre qu'il y a eu des milliers de morts, tu peux faire comprendre que l'eau a pas mal mis à sac la ville. Non, que dalle, rien à voir. C'est juste pour amener les Atlantes sur Terre en fait. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Et du coup, après, bagarre entre Aquaman et Horn. Et en fait, du coup, Batman, grâce à un subtil stratagème, arrive à destituer Horn du pouvoir. C'est même pas un coup de poing, non. Grâce à un petit truc, un petit twist, il arrive à le destituer du pouvoir. Aquaman le démonte. Et il s'empare du sceptre et il dit avec moi il va y avoir la paix. Et c'est tout. En fait, ça s'arrête là. J'ai trouvé, en fait, j'ai- le scénario, je l'ai trouvé très épuré par rapport aux comics. Très neuneux par rapport aux comics. Et voilà, c'est ça en fait qui me fait pas détester le film, mais qui me le fait beaucoup moins apprécier que sa version comics, qui est une tuerie monumentale. Il y a un truc bien, par contre, il y a un truc énorme. La scène post-générique, elle claque. Elle claque, mais violent quoi. Et j'attends vraiment la suite qui sera, il me semble, Justice League, God and Monster. Et si c'est ce à quoi je pense, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Parce que la scène post-générique, elle est assez énorme. Donc j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Au niveau des bonus, on a le droit donc au truc, un aperçu du prochain film d'animation, donc Batman vs Robin. On a le droit aussi à un petit truc sur les vilains d'Aquaman, 4 dessins animés donc de la série Justice League et Batman The Brave and the Bold, il me semble. Il me semble que c'est ce que j'ai vu sur internet, hein, parce que mon lecteur Blu-ray marche plus, donc j'ai pas pu le regarder. Et puis on a une séquence sur Batman et sur Robin et Nightwing, donc de Batman, enfin de Son of Batman, il me semble. On a la BO d'Atlantide, un reportage sur la BO d'Atlantide. Et voilà, et c'était plutôt cool. Ah oui, puis on a aussi le panel Throne of Atlantis, donc au San Diego Comic Con de 2014. Voilà, voilà. New York Comic Con 2014, voilà. Donc c'est tout, et on se retrouve tout de suite pour la review de iZombie. Et donc, on se retrouve pour le pilote de iZombie. Alors, iZombie, donc nouvelle production de la CW, adaptée d'un comics de chez Vertigo. Donc dès les premières minutes, on a le droit au classique de la CW, la voix off d'introduction façon My Name is Oliver Queen, version, cette fois-ci c'est quoi le truc? Ah ouais, That was my life before. Déjà voilà, hein. Formule classique de la CW. C'est marrant parce qu'à chaque série ils aiment bien présenter le truc. Donc, on a My Name is Oliver Queen, My Name is Barry Allen, et là on a That Was My Life Before. Putain, j'ai hâte de voir la nouvelle série là avec tous les super-héros là de la CW là, ça va être quelque chose. Ouais, je le sens bien là. Du coup, le pilote.
comme toutes les nouvelles séries de la CW, le pilote est chiant, ennuyeux, dès le début, c'est un calvaire. Les enjeux sont même pas, enfin, sont pas très élevés dès le début, c'est vachement interrompu par des voix off, des dialogues un peu mous qui servent pas à grand chose. Je sais même pas quoi dire d'autre tellement c'était bof quoi. La série est incapable de nous faire ressentir le moindre truc pour les personnages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de chiant là Enfin, je sais pas si j'ai voulu jouer sur l'aspect zombification avec une réalisation incapable de nous faire ressentir des trucs, ou si c'est juste pourrave en fait. Et, euh, et voilà, le montage n'aidant rien en plus à l'intrigue, toutes les interactions entre les personnages sont incohérentes. Euh, en plus, l'épisode scénaristiquement, des fois, il atteint des sommets de stupidité, mais incroyables. Enfin, c'est bof. La CW a voulu la jouer vraiment cool avec leur nouvelle série. Et non, non, c'est nul. Mais en plus, il suffit pas de montrer deux trois images de la nuit des morts vivants pour avoir une matière, enfin pour avoir être pertinent de niveau zombie. Putain, mais non, non, je suis désolé. Voilà quoi, c'est surtout en plus avec la réputation des producteurs qui est, voilà, hein. Je dirais pas plus parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais bon. Enfin, faudrait vraiment plus que deux trucs là, parce que là, iZombie c'est vraiment bof. C'est. Enfin, voilà quoi. Enfin, après, le casting donc, qui nous met Rose McCleaver dans le rôle de Liv, qui connaît un peu bien l'ambiance des petits plateaux pour avoir joué dans Power Rangers ou dans Master of Sex par exemple. Voilà quoi, mais elle a pas assez de talent pour sauver la série, je suis désolé. Et c'est con parce que ça pourrait être pas mal. Bon, après, d'après ce que j'ai compris, la série s'éloigne vachement du, euh, du comics. Je ne pourrais pas dire que je l'ai pas lu. Mais voilà quoi, c'est bof. C'est vraiment très bof. Et on a le flic, là, Malcolm Godwin, qui se prend pour Rick Grimes, là, qui essaie de reprendre ses mimiques, alors que ça marche pas du tout, là, c'est vraiment bof. Après, on a Raoul Cowley, qui lui est l'assistant de la morgue, là. Enfin, c'est pitoyable, quoi, c'est vraiment bof. J'espère vraiment que la distribution va faire quelque chose, parce que là, excusez-moi, je voulais pas faire ça, tant pis. Parce que là, on a vraiment du mal à accrocher en fait. Et c'est un truc qui nous tient pas en haleine. Vraiment, voilà, qui nous tient pas en haleine. Il y a vraiment beaucoup trop de défauts pour que la série nous tienne en haleine dès ce pilote. Et voilà, je trouve que. Je dirais que les bons points sont l'actrice principale. Et c'est tout en fait. Ça s'arrête là. Parce qu'après, c'est bof. C'est vraiment très bof. Et, et j'espère vraiment qu'on va avoir le droit à mieux que ça pour la suite. Parce que là, ça suffit pas pour nous tenir en haleine. Voilà, voilà. Bah c'est tout, quant à moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.